Bienvenue dans ce stream Jean Massier présente que Jean Massier ne présente pas. Bienvenue sur Acropolis évidemment. Bienvenue dans la der des der de Christophe Castaner. Voilà, fallait que je la fasse celle-là bien le bonjour. Alors on ne sait pas évidemment si ce sera la dernière conférence de presse commentée par Christophe Castaner, mais vous l'avez certainement entendu, une rumeur persistante sur le départ de Christophe Castaner du gouvernement suite à sa probable future désignation, élection, appelez ça comme vous voulez, à la tête d'En Marche. Bonjour à tous dans le chat, bonjour Gringan, bonjour le Luberlu, bonjour Exodes, bonjour Dantes, bonjour Alouvois, bonjour Laina, bonjour Dinosaure, bonjour Kojo, coucou Jojo, salut Charles Maurice, salut Pouked, salut Schizofrench. On préfère Sylvain de toute façon, tu as raison, Villeflatteur, salut VKBosch. Salut Arazd. J'ai toujours du mal avec ton pseudo, c'est un peu compliqué. Salut Flymix, salut Kappa. Jean te salue cordialement. Salut le Kekaisback. Salut Madbab. Salut Max Labenas. Salut à tous. Et salut évidemment. Ah, je rapproche mon micro, je m'entends mieux, bizarrement. Hein, c'est fou ça, hein, c'est dingue. Salut à tous. Comme d'habitude, message de cordialité à l'encontre, à la destination de nos amis de YouTube. YouTube, bienvenue sur YouTube. Mettez un petit pouce bleu, hein, c'est de bonne facture, hein, c'est à la bonne franquette, ça nous permet d'être un peu plus visible sur YouTube, et ça fait connaître la chaîne. Si vous aimez ce qu'on fait, ça fait plaisir. Merci d'avance. Si vous souhaitez discuter, échanger, poser vos questions, réagir à ce que dit le chat de Twitch qui est ici, vous pouvez venir sur Twitch, hein, comme son nom l'indique, et vous êtes les bienvenus. Mon pseudo, tout le monde a du mal, t'inquiète, je l'ai créé il y a 15 ans et personne s'en sort. C'est un complot, Arast. Voilà, si vous voulez discuter avec nous, vous pouvez venir sur Twitch. Si vous voulez rester sur YouTube, vous pouvez rester sur YouTube, et c'est ça la magie d'Acropolis, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, parce que c'est votre projet. Voilà. J'en profite pour remercier Tom à la régie aujourd'hui, merci à lui. Ah, il me fait un cœur avec les doigts, Sam Magnon. Tellement d'amour chez Acropolis. Jean vous embrasse, hein, il était sur LCI ce matin, je ne sais pas si vous l'avez écouté. Il y a des choses très très intéressantes, hein, comme à son habitude. Comment il vous les faut, monsieur? Oh, je m'appelle Arast. Alors Kappa, je te propose d'aller prendre un café, réfléchir 2-3 minutes à cette tentative d'humour audacieuse, et revenir après, voilà. Tiens, en parlant de café, j'aurais dû demander à Alexandre de me descendre un café. Si Alexandre m'écoute, voilà, qu'il n'hésite pas à me faire un petit café, ou même un grand café d'ailleurs. Ce sera gentil. Que dire de plus? Aujourd'hui, Conseil des ministres. Donc, l'actualité chaude de Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. C'est sa désignation qui est officielle. Maintenant, il l'a officialisé. Il l'a dit, il l'a déclaré sur RTL, je crois. Et a priori, ça devait être fait demain, donc c'est un peu le chantier. Il est candidat a priori unique, du parti unique, ah non pas encore du parti unique, du parti majoritaire présidentiel, à la tête du parti présidentiel majoritaire, et donc il serait le seul candidat, donc il sera certainement élu ou désigné délégué général. C'est pas président, c'est délégué général, parce que le président c'est Macron, et donc tout le monde se demande s'il va quitter le gouvernement. Et évidemment, s'il quitte le gouvernement, qui va le remplacer au porte-parole là? Le seul nom que j'ai entendu jusque-là, c'est Benjamin Griveaux. Mais a priori, source France Info, je source mes sites, je cite mes sources, il ne serait pas assez macronien et un peu trop perso pour être porte-parole, donc il ne serait pas dans les bonnes grâces d'Emmanuel Macron actuellement, donc c'est un peu compliqué. Voilà, les rumeurs. Je parie la réponse de Castaner pour la DG de La République En Marche, on n'en a pas discuté en Conseil des ministres. C'est une hypothèse à ne pas négliger, et en même temps, c'est pas tant le fait qu'il soit DG de La République En Marche que le fait qu'il risque de quitter le gouvernement qui peut être sujet du Conseil des ministres. Si Colomb devient porte-parole, j'abandonne les streams d'Acropolis. Je suis assez confiant sur le fait que le ministre de l'Intérieur a autre chose à faire que d'être porte-parole du gouvernement. Mais on sait jamais. Mais où sont les stagiaires quand on a besoin de café? Mais tellement, Flammy, tellement.
Griveaux est un violent. Je trouve pas que Castaner soit très très doux non plus, pour le coup. Mais une remarque très intéressante d'un certain, comment il s'appelle, Jean Massier ce matin sur LCI, qui disait que je crois que c'était lui qui disait ça, mais je suis même pas sûr d'ailleurs. J'avais juste envie de le citer pour le plaisir. Euh, que le président, le patron du parti majoritaire est aussi un porte-parole du gouvernement en fait. Donc c'est aussi pour ça que c'est une certaine logique, la suite logique, le fait que Castaner soit à la tête du parti. Darmanin en porte-flingue, il y a une logique. Ça pourrait être Gérald Darmanin, mais pareil, ministre des Finances, enfin ministre du Budget. T'as quand même 2-3 choses à faire en termes de volume de travail qui font que c'est pas forcément le poste qui est le plus compatible avec le porte-parole. Je l'ai dit, c'est vrai qu'en termes de personnalité, il y aurait une logique. Jean fait les médias mais pas les streams. Tout à fait, prof, ça demande pas le même travail de préparation, ça demande pas la même intensité, ça demande pas la même énergie, c'est pas la même chose. C'est qui ce Jean Massiès? C'est une légende urbaine, Bouked. Il y en a pas un dans ce gouvernement qui sache communiquer. S'ils veulent un porte-parole, va falloir aller le chercher dehors. Mais pourquoi vous croyez que Jean Massier n'est pas là en ce moment? J'aime bien lancer des rumeurs. C'est important. Blanquer sait communiquer. Ceci dit, j'ai pas vraiment envie de le voir plus. Bruno Roger Petit, porte-parole. C'est pas tout à fait son job. Il est porte-parole de l'Elysée, du coup. Porte-parole Pierre Gattaz, on n'est pas à un foutage de gueule près. On est sur de la polémique cactus rapiste. Je suis pas certain que ce soit l'objectif. D'où son absence, ok. Ouais, prof, t'as compris ma rumeur. Genre, reste à l'UPR, genre ministre. Voilà, faites circuler la rumeur, dites que ça vient pas de moi et ça va bien se passer. Je propose Jean-Luc Mélenchon, ministre de la propagande des porte-paroles. Ce mec s'exprime bien. Je sens qu'on tient une idée là. Je vais appeler Edouard Philippe. Edouard Philippe qui fait un live Facebook Live demain soir, vous pouvez lui proposer. Je suis sûr qu'il sera très content de cette proposition et qu'il la retiendra certainement. On dira rien. C'est très gentil ça, Stupid Economics, mais est-ce que je dois vous faire confiance? Bonjour Stupid Economics, bienvenue sur Acropolis. A tout à l'heure. C'est vous qui m'apportez le café après les streams, c'est ça? Alors, parlons Conseil des ministres. Quel est l'ordre du jour de ce fabuleux Conseil des ministres? Nous avons plusieurs projets de loi ratifiant et modifiant des ordonnances qui ont été faites depuis le début de l'année. J'essaie de suivre en même temps, donc forcément je coupe dans mes messages, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Projet de loi ratifiant l'ordonnance portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés. Alors il y a une ordonnance qui a été ratifiée le 4 mai. Ah non. L'idée c'est de ratifier une ordonnance qui a été prise le 4 mai 2017, qui facilite la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés. Je ne sais pas en quoi elle consiste. Peut-être que Christophe Castaner nous en dira plus. Nous avons projet de loi ratifiant et modifiant l'ordonnance du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction. Pareil, c'est un texte qui a été fait en avril 2017, donc sous l'ancien gouvernement, à l'époque, enfin, avril 2017. Oui, en tout cas c'est l'ancienne majorité puisque le législatif n'a pas eu lieu. Et donc il y a eu 2-3 ordonnances qui ont été passées à ce moment-là et qui doivent être ratifiées désormais, comme les ordonnances de loi travail qui repasseront à l'Assemblée en novembre, même si elles sont déjà en grande partie appliquées. Je vous réserve une grosse actualité pour la fin de cet ordre du jour. Restez bien attentifs, un sujet qui va vous intéresser. Ensuite, nous avons une ordonnance portant extension et adaptation de la partie législative du Code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte. En gros, une évolution du Code du travail et des dispositions relatives au travail à Mayotte en fait. Un cas spécifique sur ce territoire qu'est Mayotte, qui a des dispositions déjà particulières. Macron, porte-parole du gouvernement, là on est sur de l'idée intéressante. Nous avons ensuite un décret relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.
Voilà, je pense que Castaner nous en dira plus parce que c'est assez abstrait, mais pour moi, en tout cas pour moi, c'est assez abstrait. Alors ça c'était la partie A, ce sont les projets de loi, ordonnances ou décrets pour lesquels l'accord des ministres intéressés est acquis et qui sont inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres pour approbation. Je cite le site de l'Elysée. Nous avons également ensuite la partie C qui concerne les communications. D'où C, communications, voilà, vous voyez le rapport. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères fera une communication sur la situation internationale. Nous aurons une communication du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, certainement à propos du glyphosate, puisque vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, la Commission européenne devait se prononcer ce matin sur la prolongation ou non de l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate, et on a appris à peu près vers midi que la Commission reportait sa décision, alors qu'on s'attendait à ce qu'elle autorise pendant encore 10 ans le glyphosate, et finalement elle reporte la décision. Peut-être grâce à la pression notamment du Parlement européen et de certains ministres, dont Nicolas Hulot, qui étaient peu non favorables à cette prolongation de 10 ans. Et donc on ne sait pas encore pour combien de temps, on ne sait pas encore quand va être prise la décision de prolonger ou non l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate. Je vais m'appliquer pour parler correctement aujourd'hui. Je m'y engage solennellement devant vous. Nous aurons une communication du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur un sujet qu'on ne connaît pas. Nous aurons une communication du ministre de l'Économie et des Finances sur un sujet que l'on ne connaît pas. Certainement, si, peut-être sur l'histoire de la taxe des 3%. Vous savez, on en a déjà parlé hier dans les QAG et encore la semaine dernière. Une taxe de 3% sur les dividendes des grosses entreprises, prise en 2012 et qui a été retoquée cette année par le Conseil constitutionnel. Et l'État doit rembourser 10 milliards d'euros aux entreprises. Et donc, il est envisagé d'avoir une cotisation, une participation exceptionnelle de ces grosses entreprises à ce remboursement aux grosses entreprises. Alors, ensuite nous avons une communication du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sur un sujet qui est indiqué et qui est le sujet pour lequel je vous ai teasé. Il sera donc question de... Oui, là je fais exprès en fait de ne pas parler. Parce que vous attendez le sujet. Et ce ne sera pas sur le beurre. Et non. Ce sera sur le CETA. Voilà. Est-ce que j'avais raison de vous teaser? Oui, j'avais raison, j'ai toujours raison de toute façon. Donc voilà, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert qui va parler du CETA. Pourquoi, comment, on en saura plus bientôt. Et enfin, nous aurons une communication du ministre de l'Économie et des Finances qui présentera un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Voilà, enfin il ne nous le présentera pas, il le présente au Conseil des ministres et Christophe Castaner nous en parlera. Et voilà, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors assez peu de projets de loi finalement, beaucoup de communication. Beaucoup de projets, c'est vrai qu'en même temps sur le plan législatif, la grosse actualité en ce moment c'est plutôt les projets de loi de finances, sécurité sociale et projets de loi de finances globalement. Donc l'actualité législative est déjà suffisamment chargée comme ceci. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est à quelle heure va commencer la conférence de presse. Alors j'imagine que la régie est aux aguets, comme d'habitude, pour surveiller l'arrivée de Christophe Castaner. Peut-être la dernière, peut-être pas. Nous en saurons plus en regardant le live d'Acropolis. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à partager ce live sur les réseaux sociaux, à vous abonner, tout ça. Parce qu'on vous aime, à aller mettre un bon pouce bleu des familles sur la vidéo YouTube. Hier soir, quand vous avez mis la vidéo QAG d'hier en ligne et que j'ai vu le titre, j'ai bloqué 2 minutes à me demander s'ils avaient parlé produits laitiers ou population arabe. Ah, parce que j'ai marqué beurre. Ok. Ça s'écrit pas comme ça, beurre. Sinon. Travers, on a parlé ce matin sur France Inter. Principe de réciprocité. D'accord, très bien. Le CETA, oui, c'est... il y a pas mal de polémiques, enfin de sujets, de controverses, disons, sur le CETA par rapport aux échanges, donc au libre-échange entre le Canada et l'Europe, et notamment sur les normes sur les produits type les poulets ou
les poulets à l'eau de Javel, je crois que c'était ça qui avait eu une polémique sur les OGM, sur les normes qui ne sont pas les mêmes sur le plan sanitaire au niveau de l'alimentation notamment entre le Canada et l'Europe. Et du coup, il y a des dispositions qui vont peut-être être annoncées aujourd'hui. Sur l'énorme poulet. Oui, c'est ça, sur l'énorme poulet. C'est particulier d'écouter le live de Sylvain avec en fond sonore ma femme qui binge les petits poneys. Change de femme, Charles. Ou dis-lui de venir le faire en live. Ce serait quand même vachement plus intéressant. Comment peut-on revoir les passages de Monseigneur Massier dans les médias? Eh bien, en allant sur le site des 10 médias. Sur lci.fr par exemple, tu vas chercher la médiasphère du mercredi 25 octobre 2017 et tu trouveras le passage de Jean Massier. Et lundi c'était Sud Radio. Normalement il y a le petit Valentin qui nous fait une revue de presse, mais il le fait quand il a le temps de le faire et il est déjà très gentil de le faire, donc il le fait au fur et à mesure. Normalement c'est présent sur le site acropolis.fr. Normalement. Ils veulent imposer que nos normes sanitaires soient respectées. Exemple, bovin bourré aux antibiotiques. Exemple, l'inverse du coup. Bonjour, j'ai beaucoup raté. 17 minutes environ, Phyton. On a juste parlé de l'ordre du jour et de l'actualité. Faut que Jean investisse dans une chaîne YouTube. Mais en plus, le plus drôle, c'est qu'il y pense, hein, le fourbe. Ça marche pas sur le média. Le média n'est pas encore existant, Jojo. Cesse ton mauvais esprit, s'il te plaît. Hein? On n'est pas là pour déconner. Alors, parlons de choses sérieuses. Qui est-ce que vous aimeriez comme porte-parole du gouvernement si Christophe Castaner devait partir? Est-ce qu'il y a un ministre, est-ce qu'il y a un secrétaire d'État qui aurait votre préférence, voilà, votre volonté? Comment fait-on pour devenir assistant parlementaire au Parlement européen? Une question de Lulu Berlu. Je t'invite à poser la question à Jennifer Richard, notre fabuleuse commentatrice de l'Europe, parce que je n'ai pas la réponse. Autant tu me demanderais comment on fait pour venir bosser à Acropolis, ça je maîtrise à peu près le sujet. Autant assistant parlementaire au Parlement européen, je maîtrise un peu moins. Le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, alors c'est possible, peut-être qu'il manque un peu d'expérience en politique. Moi je me verrais bien à ce poste. Envoie ton CV Boxer Twitch à Edouard Philippe. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. J'aimerais bien que ce soit le ministre du Travail, parce que ce ministère a le dossier le plus chaud. D'un autre côté, je trouve Pénicaud catastrophique. Je pense que le ministre du Travail... Alors, il faut bien penser que porte-parole du gouvernement, c'est quand même un boulot qui demande beaucoup de temps, et ministre du Travail, c'est un boulot qui demande beaucoup de temps. Je pense que les deux ne sont pas compatibles, en soi. La régie de Sylvain commentée par Jean Massier. Alors, Edouard, cher Edouard Philippe, mon numéro c'est le 06. Non, mais je sais que tes services sont déjà mon numéro, donc il n'y a pas de souci. Comment on fait pour bosser à Acropolis? On commence par typer déjà. On achète son job. Parce qu'on ne gagne pas d'argent en bossant à Acropolis, on paye pour bosser chez Acropolis. Nouveau concept. C'est pas Pénicaud d'ailleurs. Muriel Pénicaud, c'est la ministre du Travail. Je vais parler d'orthographe. Ah, effectivement. Gringan qui fait correcteur d'orthographe dans ce chat de qualité. Ou Jean Massier commenté par Sylvain, je l'ai déjà fait ça, Jojo. Du coup, c'est moins intéressant. Et puis, il est très très bon pour commenter Jean Massier, donc autant le laisser là où il est le meilleur finalement. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, pourquoi pas. Mais pareil, c'est un boulot qui est quand même... Il me semble que le travail, c'est pas régalien. Genre la ministre des Affaires européennes. Je me souviens plus de son prénom. Nathalie Loiseau, voilà. Alors, je regardais sur le côté parce que, je sais pas si vous vous rappelez, il y a Valentine. Si j'oublie son prénom, ça va mal se passer. Valentine qui avait fait un live il y a 15 jours sur le bureau de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il y a eu un vote hier au bureau de l'Assemblée nationale. Et qui nous avait apporté ce magnifique organigramme qui va bientôt donc probablement plus être à jour.
avec l'ensemble du gouvernement. Et donc comme ça, on sait exactement qui s'appelle comment, quel est le titre, l'intitulé exact de chaque ministre. Voilà. Et vous voyez que cette magnifique organigramme est sponsorisée notamment par Cronenbourg. Voilà, j'ai vu ça ce matin, c'était assez marrant. Et par Autovision, hein, si vous voulez faire réviser votre voiture. Ce qui n'est pas le cas d'Acropolis, qui n'est pas sponsorisé, hein, je le lis pour l'instant. Et donc voilà, je suis au taquet sur le nom et les fonctions, et même les numéros de téléphone de certains ministères. Charles Maurice qui fait un don de 10 € payé pour bosser, on croirait entendre la situation des entrepreneurs en France, troll de droite. C'est moche ce que vous dites, monsieur Charles Maurice, c'est indigne, mais... Grand merci pour ce don de 10 €. Ah, la régie qui m'apporte de la lecture formidable. Merci la régie. Elle m'a apporté ça, je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est magnifique. C'est en vert, forcément. On est sur de l'incrustation. Je trouve ça assez joli. Je sais pas ce que vous en pensez, il faudrait faire le stream comme ça. Le streamer sans tête. Ça dépasse un peu sur les côtés. Est-ce que comme ça peut-être Valentine est pro, oui tout à fait Valentine est pro. Et je peux même vous spoiler un truc. Il est possible qu'on parle beaucoup de Valentine pendant les QAG, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, les chiffres 2018, l'économie et la société en 40 thèmes et 200 graphiques, un hors-série, le numéro 112, d'Alternative économique, un magazine qui a été créé dans la région de Dijon. Coïncidence? Je pense que la régie ne le savait pas parce qu'elle a beaucoup rigolé quand j'ai dit ça. Et d'ailleurs, il y a toujours le siège qui est à Dijon et la rédaction qui est à Paris, je crois. Acropolis, je réitère, il se passe quoi avec Castaner? J'ai cru comprendre que ça bougeait de son côté. Raven, tu viens d'arriver, bien le bonjour à toi. Il a été annoncé ce matin et il l'a confirmé qu'il serait candidat à la tête de la République en marche, du parti, du mouvement En Marche, donc délégué général. Et du coup, la question c'est de savoir si il reste porte-parole du gouvernement en même temps ou s'il se consacre uniquement à sa nouvelle fonction. Voilà. Quelqu'un a des nouvelles de Jean-Vincent Placé? Non. Je me posais la même question sur Nathalie Kosciusko-Morizet. Personne n'a de nouvelles actuellement, c'est assez étonnant. Pouvoir regarder Sylvain commenter au boulot, c'est génial. Eh ben, voilà. J'aime être proposer des choses géniales à la communauté. Nathalie qui? Nathalie Loiseau. Nathalie Kosciusko-Morizet, pardon. Voilà. Vous savez, la candidate qui s'était fait taper pendant la campagne législative. Griveaux a trop les dents qui raclent le parquet sans avoir rien prouvé encore. Normal qu'ils finissent par se casser la gueule. Oh, il s'est pas encore cassé la gueule, mais disons qu'on certains se méfient de lui, quoi. Alors, que nous disent les chiffres 2018? L'alternance, une façon plus dynamique d'apprendre un métier, d'accord. Non, ça c'est une publicité, ça. Donc la rédaction est bien à Paris. Relations clients, fabrication, siège social. Siège social, c'est à Quetigny. Quetigny qui est à côté de Dijon, dans la banlieue est de Dijon. Alors, les statistiques pour les nuls. Ce que cachent les moyennes. La moyenne est l'indicateur le plus simple pour résumer l'information fournie par un ensemble de données. Elle est égale à la somme de ces données divisée par leur nombre. Par exemple, le salaire mensuel net moyen en France était de 2225 € en 2014, par exemple. Mais cette moyenne cache bien des inégalités que d'autres indicateurs permettent d'appréhender. Il y a des blagues que je comprends pas, donc je vais pas les lire. Hein. Le vrai débat, c'est est-ce qu'on peut faire des chasses aux cerfs en France en 2017? Alors j'ai vu cette polémique sur Facebook, je n'ai pas vu d'article à ce sujet parce que j'ai pas trop creusé ce matin. Si vous avez plus d'infos sur cette histoire de chasseur qui allait sur une propriété privée pour finir de tuer un cerf qui est en train de chasser. Et visiblement il a le droit, il faut prouver, il faut que la propriétaire du terrain sur lequel il y a eu la chasse, faut qu'il prouve que le cerf n'était pas en danger immédiat et qu'il n'allait pas forcément souffrir. Enfin voilà, c'est une histoire un peu bizarre.
Ah, ça peut être Marlène Schiappa également, qui peut être porte-parole, effectivement. Il y a de plus en plus de polémiques qui montent sur l'absence de parité qui est en train de monter dans les différentes organisations, notamment le nouveau bureau de l'Assemblée qui était paritaire, qui ne l'est plus suite à un vote qui a eu lieu en début de semaine. Beaucoup de têtes de partis, de têtes d'institutions, de groupes qui sont portés par des hommes, notamment du coup En Marche, puisque ça va être Christophe Castaner. Ça pourrait être un joli symbole que ce soit Marlène Schiappa qui soit porte-parole du gouvernement pour contrebalancer cette polémique qui commence à monter. NKM a abandonné son travail pour se consacrer à 100% à sa chaîne YouTube. J'ai lu ça dans le Gorafi, je crois. Une source de qualité. Alors, nous étions sur la moyenne. Nous avons ensuite la médiane, par exemple, partage l'ensemble des données en deux parties égales. En 2014, le salaire net médian était 1783 €. La moitié des salariés français gagnaient moins, l'autre moitié gagnait plus. Sur Acropolis, c'est plutôt moins. Hein. Par exemple, François Bayrou revient, je suis pas sûr. Aurore Berger qui est autre gouvernement pour devenir porte-parole, pourquoi pas. Qui remplacerait Christophe Castaner aux relations avec le Parlement, peut-être. Peut-être. Ça va encore créer de la polémique parce qu'elle est pas... Elle est assez exposée à la polémique ces derniers temps, Aurore Berger, mais... Ah, elle ne fait pas l'unanimité dans le chat en tout cas. Alors nous avons ensuite les déciles, encore mieux que la médiane pour apprécier une distribution. Ce sont les valeurs qui partagent une population en 10 parties égales, ou en 4 si l'on parle de quartiles, ou en 100 pour les centiles, etc., etc. Ainsi, pour une distribution de salaire, le premier décile est le salaire au-dessus duquel se situent les 10% de salariés qui gagnent le moins. Au-dessous duquel se situent les 10% de salariés qui gagnent le moins. Le 9e décile est celui au-dessous duquel se situent les 90% des salariés qui gagnent le moins du coup. On parle de quantile de façon générale. Et nous avons une image. Christophe Castaner n'est pas encore là, mais nous avons une image, donc ça ne saurait tarder à commencer. Je propose à la régie de passer à la scène suivante, afin de surveiller l'arrivée de Christophe Castaner. Il n'y a pas la date d'habitude sur le pupitre, c'est bizarre, il me semblait. Et nous avons également le rapport interdécile, je finis l'article hein, puisque Christophe Castaner n'est pas encore là. Le rapport interdécile ou intercentile permet de mesurer les inégalités. Par exemple, le rapport entre le 9e et le 1er décile, ou entre le 99e et le 1er centile, compare le haut et le bas de l'échelle. Plus ce nombre est élevé et plus l'inégalité est forte. Voilà. C'était la première partie de l'article de ce hors-série d'alternative économique que je continuerai de vous lire la prochaine fois qu'il y aura un meublage à réaliser. Voilà. Parce que c'est notre projet. Ça y est, tu as réveillé le mathématicien. Le statisticien peut-être plutôt. Et on parle de PDF pour la fonction correspondante. J'ai pas compris kappa. Au pire, une boîte à musique qui chante défavorable et où on n'en a pas parlé en conseil des ministres, ça marche pour un peu toutes les situations, on n'y verra que du feu. Je te trouve un peu mauvaise langue, Cactus Rapiste. Hein. Rapiste. Attend que son CV sorte en public pour parler de polémique pour Berger. Elle a bossé pour l'agence qui s'est fait condamner en même temps que Big Malion pour la campagne de Sarko. Ah, ça promet. Moi je propose la députée Claire Petit comme porte-parole du coup. Oui, c'est une bonne idée ça. Puis elle a l'expérience des médias en plus. Vu qu'elle parle régulièrement dans les grandes gueules du RMC, oui, c'est une bonne idée, je pense que ça sera apaisant et calme. C'est quoi le truc de Jean Lassalle, mort de rire? Jean Lassalle qui est accusé de harcèlement sexuel par diverses personnes. Je pense que ce ne sera pas le sujet de ce conseil des ministres. Un catalogue qui a pour meubler... bof. Où est la créativité, où est l'originalité, où est le sens, finalement. Voilà, on entend les journalistes qui discutaillent, qui s'installaient.
Et nous sommes toujours dans l'expectative en attendant l'arrivée du bon Christophe Castaner. Encore secrétaire d'État chargé de relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. On a la régie qui lève le doigt, mais en fait c'est parce qu'elle joue avec un hand spinner. Je dénonce. Je balance l'info, c'est juste pour toi public. Pendant ce temps-là, en attendant que Christophe Castaner arrive, n'oubliez pas le bon pouce bleu pour faire remonter la vidéo sur YouTube dans les recommandations. N'oubliez pas le partage sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, chers gens de YouTube, que nous échangeons plutôt sur le chat de Twitch, sur lequel vous êtes évidemment les bienvenus. En attendant la conf de presse, tu peux streamer sur des chaînes YouTube de bricolage, ça fera de la créativité, mais carrément. Carrément. Je peux vous parler de ma comment ça s'appelle, de ma routine make-up du matin, si vous voulez. Ça peut être vachement intéressant. Bruxelles qui a reporté le vote sur le glyphosate. Oui, tout à fait, Dojo, on en a parlé tout à l'heure, rapidement. Et donc nous sommes toujours dans l'expectative pour l'instant. Bon, il n'y a qu'une seule personne qui a retweeté le tweet d'Acropolis qui annonçait le live, je suis un peu déçu. Ah, Christophe Castaner est présent, bonjour. Il est 13h02, on est pas mal. On est pas mal. Oh, il y a du monde derrière lui. Bon, Bruno aussi. Non, Bruno Le Maire, évidemment. Mesdames, messieurs, je pensais que ça allait être mon heure de gloire, des moments partagés avec vous dans ces circonstances particulières, et patatras, je me retrouve avec la moitié du gouvernement qui m'accompagne pour parler d'un sujet essentiel dont nous avons abordé l'accompagnement en dernière partie de notre Conseil des ministres. Certains d'entre vous ont dû observer hier les questions d'actualité, les commentaires des uns et des autres. De la première jusqu'à quasiment la dernière, on a eu une question sur le travail engagé par la France, mené sous l'autorité du président de la République pour réformer la directive sur le travail détaché. Et vous avez pu remarquer que des deux côtés de l'hémicycle, il y avait au fond deux approches assez similaires. Celle qui voulait nier l'impact, la force, la puissance du travail réalisé non pas seulement par la France, mais je dirais pour les travailleurs français, mais aussi pour les travailleurs européens, et qui a abouti à cet accord que nous vous avons présenté il y a quelques jours. Celles et ceux, à l'inverse, qui pensent que c'est à l'échelle de la France et du territoire français, que c'est seulement à l'échelle nationale qu'on pourrait organiser des protections pour notre pays et pour nos travailleurs, voire même pour nos intérêts de vie quotidienne. Alors je crois qu'il suffit d'observer un peu le monde tel qu'il est, non pas pour le subir, mais pour le constater, pour s'apercevoir que c'est à l'échelle européenne qu'on arrivera à défendre, à garantir les droits fondamentaux de nos agriculteurs, les droits fondamentaux de nos paysans, les droits fondamentaux de nos petites entreprises, les droits fondamentaux de nos concitoyens. Et que c'est parce qu'on a besoin de cette échelle-là, d'une échelle... Christophe Castaner qui commence donc par une éloge à l'Europe et notamment à l'accord qui a été obtenu par la France et d'autres pays sur les travailleurs détachés dans la nuit de lundi à mardi, et dont il a été beaucoup question hier au QAG. 6 mois d'action du président. Vous l'avez vécu sur Acropolis. Pour replacer la France dans le concert mondial, pour replacer la force de la France et l'autorité de la parole du président de la République pour faire bouger les lignes, pour faire changer les choses. Et je crois que la directive sur le travail détaché est la première étape concrète de l'Europe qui protège. Et je ne vais pas plus développer cela, et nous nous retrouverons ensuite, et si vous avez des questions, j'y reviendrai, mais je crois que ce que vont présenter les ministres qui m'accompagnent sur ce plateau, c'est justement comment mettre le CETA sous surveillance, en mobilisant la Commission européenne. Comment faire en sorte qu'une méthode, une cohérence dans l'action, conforme aux engagements du président de la République... Donc il est bien question du CETA dont on a parlé tout à l'heure en préparation de cette émission. Sur les objectifs, mais celles et ceux qui m'entourent vont pouvoir vous le présenter. Mais comment cette méthode et cette... Ici qui a passé bien Stéphane Travers à droite, on a Nicolas Hulot, on a Jean-Yves Le Drian et on a Bruno Le Maire. De développer notre économie, peut permettre de développer... Et Christophe Castaner, évidemment. Peut permettre de développer le pays France dans une Europe... C'est moi où on dirait un exposé de groupe de TPE où les autres attendent pour leur parti. Il y a un peu de ça. Cette méthode a valu
sur la renégociation de la directive sur les travailleurs détachés. C'est cette méthode aussi que nous voulons mettre en œuvre pour défendre les intérêts de la France, les intérêts de l'Europe dans le cadre d'une négociation entre partenaires au niveau de CETA. Monsieur le ministre de l'Europe, monsieur le ministre des Relations internationales, je vous laisse la parole. Merci. Jean-Yves Le Drian qui Quelques prend la parole. mots d'introduction et de méthode avant de donner la parole au ministre d'État et aux autres ministres. Simplement pour vous redire ce que vient de dire le porte-parole, à l'occasion du Conseil des ministres, le gouvernement vient d'adopter un plan d'action sur la mise en place et la mise en œuvre de l'accord économique et commercial entre l'Union européenne et le Canada, communément appelé CETA. Donc je rappelle rapidement le CETA, l'accord de libre-échéance entre le Canada et l'Europe qui a été voté par le Parlement européen, qui doit être ratifié par les différents parlements nationaux, mais qui est déjà en partie appliqué. Qui avait pour mission d'évaluer l'impact du CETA sur l'environnement, sur le climat et sur la santé. Cette commission a remis son rapport le 8 septembre. Ils ont été menés, ces travaux, dans une totale indépendance sous la présidence de Madame Kathleen Schubert, que je tiens à remercier ici, ainsi que tous les membres de sa commission. Les experts ont conclu que le texte de l'accord CETA intègre les garanties nécessaires en matière de préservation du droit à réguler et d'application du droit des normes européennes. Et cette conclusion rejoint la décision du Conseil constitutionnel qui, comme vous le savez, a jugé le traité conforme à la Constitution. Néanmoins, les experts ont aussi appelé à la vigilance sur les conditions d'application de l'accord et ils ont indiqué que des actions complémentaires pouvaient être prises en matière climatique et plus généralement, ils appellent à une meilleure articulation entre la politique environnementale et la politique commerciale. Et ils soulignent aussi la nécessité de prendre en compte de manière scrupuleuse les filières agricoles sensibles dans les négociations commerciales. Et c'est sûr, c'est vigilance demandée par la commission Schubert qui a été mise en place. Ça veut dire quoi le libre-échange? Personne ne paye de taxes. C'est un peu plus compliqué que ça, le gros gag. On en reparlera après la conférence de presse. Poisson, qui ont réuni l'ensemble des acteurs, que ce soit les ONG, les différentes organisations professionnelles concernées, que ce soit les parlementaires, pour élaborer le plan d'action qui a été validé aujourd'hui par le gouvernement. Ce plan d'action manifeste notre volonté de répondre très concrètement aux points d'attention soulevés par le comité d'experts. Il comprend une série d'actions et d'initiatives que le gouvernement va prendre ou qu'il va porter auprès de la Commission et auprès de ses partenaires européens et auprès du Canada dans les mois qui viennent. Avec ce plan d'action, le gouvernement souhaite assurer une mise en œuvre exemplaire du CETA, souhaite parallèlement inciter des actions climatiques complémentaires et souhaite amener la politique commerciale européenne à un plus haut niveau d'ambition. Et c'est sur ces points que nous allons nous mobiliser dans les semaines qui viennent. Et que c'est donc le gouvernement qui affiche sa volonté d'être très proactif en termes de protection environnementale dans les échanges commerciaux, notamment dans le cadre du CETA, et que le CETA soit un exemple d'échanges commerciaux ministre. Comment dire, moderne en termes de protection de l'environnement. Et Nicolas Hulot va peut-être aller plus loin. Il faut se rappeler que pendant la campagne, quelques voix se sont fait entendre pour émettre un certain nombre d'inquiétudes sur des effets, on va dire, rebonds et pas forcément très positifs de cet accord commercial, notamment en matière agricole et en matière environnementale. J'ai fait partie d'ailleurs à cette époque, avant même que d'être ministre, de ceux qui avaient pointé du doigt ces risques. Le président, qui n'était pas encore président à l'époque, s'était effectivement engagé, et comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères, s'il était élu, à essayer d'évaluer ces risques. C'est ce qu'il a fait à travers une commission dont, effectivement, personne ne remet en cause l'objectivité, l'indépendance. D'ailleurs, preuve en est, c'est qu'ils ont bien confirmé sur un certain nombre de points, parce que ce n'est pas tout le CETA qui est en cause, mais c'est bien les risques qui avaient été identifiés dans notamment
le domaine environnemental, peut-être le domaine social, en tout cas le domaine agricole. Et ils ont bien validé ces inquiétudes. Alors évidemment, la logique, c'est que le processus ne s'arrête pas là, parce que si c'était simplement pour pointer du doigt et valider des inquiétudes, le processus aurait été vide de sens. Dès lors, le gouvernement a engagé une consultation, un travail, notamment qui a été coordonné et alimenté par nos deux secrétaires d'État. Les travaux ont été remis, il y a un plan d'action. Alors moi, je veux Quel est ce plan d'action ? dire, je ne vais pas passer d'une inquiétude à une euphorie, ce n'est pas dans ma nature. Je veux simplement témoigner ici qu'il y a une volonté d'essayer effectivement de mettre ce CETA sous surveillance et de vérifier si on peut se doter d'outils, d'instruments qui vont nous permettre non seulement de minimiser, mais d'effacer ces effets induits de ce traité qui est, je le rappelle, un traité d'une nouvelle génération. C'est pour ça que notre vigilance est importante, parce qu'elle augurera et elle servira d'expérience pour d'autres traités qui sont en cours d'examen. Il faut savoir que les traités de genre, c'est plusieurs années de négociations. Il y a des mesures qui Ça se fait pas en 3 semaines. sont de notre responsabilité nationale, et puis il y a des mesures qui sont de notre capacité à convaincre, mais le dialogue a déjà été engagé, notamment la Commission européenne, et puis même un dialogue avec nos amis canadiens. Donc moi, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'entre cette réception de ce plan et puis la ratification qui aura probablement... J'ai pas suivi le débat, le CETA est passé. Le CETA est passé au Parlement européen il y a quelques mois déjà. Il n'est pas passé en France, mais par contre le gouvernement explique qu'il met le CETA sous surveillance, notamment sur le plan environnemental, et qu'il mettra en place des adaptations pour c'est-à-dire il faut faire améliorer, notamment sur le plan environnemental, le CETA. Nous voulons mettre en place puisse éventuellement nous épargner des risques qui ont été évoqués par la Commission. Alors, il y a un certain nombre d'outils, de garde-fous, que vous découvrirez dans le plan. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que sur certains aspects, notamment juridiques, il est assez complexe. Mais je dirais on va mettre en place ce qu'on peut appeler une forme de veto climatique, qui doit nous assurer dès maintenant que les dispositions qui sont destinées à mettre en œuvre nos propres engagements climatiques ne puissent en aucun cas, et notamment dans le cadre des tribunaux d'arbitrage... C'est pas 3 ministres, c'est 5 ministres d'écologie, je t'expliquerai après. Donc ça, c'est une de nos priorités. Ce plan prévoit également, d'ici 2019, des mesures là qui seront adoptées au niveau national et européen pour réduire l'empreinte carbone des carburants et également, évidemment, pénaliser, comme il se doit, et dans évidemment une logique de cohérence compte tenu de la loi hydrocarbures que par ailleurs je suis en train de défendre au Sénat, pour pénaliser les énergies fossiles non conventionnelles. Dans le même temps et sans tarder, nous allons pousser la Commission européenne à élaborer une proposition législative pour soumettre les produits importés au sein de l'Union, évidemment, aux mêmes exigences de réduction des émissions de CO2 que ceux qui sont produits au sein du marché intérieur. On peut également imaginer... Parce qu'il y a toute une logique qui consiste à dire que l'Europe met en place des règles pour préserver l'environnement, notamment en termes d'hydrocarbures, c'est ce qu'explique Nicolas Hulot, et que si les entreprises qui sont au Canada ne les respectent pas et donc ont moins de contraintes économiques par rapport à ça, qui est très important et qui est en train on risque de déplacer le problème au Canada en apportant plus de produits plus facilement, qui ne respectent pas l'environnement et qui en plus ont le coût du transport, du carbone du transport. Et nous devons assurer qu'une référence transversale à l'accord de Paris... Donc ce qu'explique Nicolas Hulot, c'est que la France va être moteur pour éviter ces problématiques. Dans les accords qui sont en train d'être négociés au niveau de l'Union européenne. On fera également en sorte qu'aucun accord commercial, dorénavant, ne puisse plus être conclu sans que les chapitres consacrés au développement durable ne soient contraignants. Alors vous l'avez compris, ce plan d'action, il est là avec un double objectif. D'un côté, et Stéphane Travert y reviendra tout à l'heure, il est là pour protéger nos agriculteurs qui en ont bien besoin, et éviter que nous ouvrions
nos frontières à des hydrocarbures non conventionnels dont on sait qu'ils sont ultra polluants, au-delà de l'impact avéré sur la santé de nos consommateurs. Voilà, carburant non conventionnel, je crois qu'entre autres, c'est le gaz de schiste. Qui a été bien pointé du doigt entre le CETA et nos propres engagements. Le CETA, ça veut dire qu'on aura plus de poutine et de sirop d'érable. Si c'est ça, je suis pour. Ça veut dire que ce sera plus facile d'en avoir. Acquise jusqu'à présent dans le le leadership sur la lutte contre le changement climatique. Je rappelle d'ailleurs que le Canada lui-même est parmi les premiers pays qui a ratifié l'accord de Paris. Il est engagé au même titre que nous dans sa mise en œuvre. C'est pour ça qu'il y aura un déplacement prochain au Canada pour dialoguer avec nos amis canadiens, Jean-Baptiste Lemoyne. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter des produits fabriqués à l'autre bout du monde? Est-ce qu'on ne peut pas fabriquer ces produits chez nous? Ça aura moins d'impact du point de vue écologique. L'ENEA, ça dépend des produits, c'est bien plus compliqué, notamment parce que les ressources naturelles ne sont pas partout égales sur la Terre. Il y a des choses, des produits naturels, des ressources naturelles qui sont au Canada, qui ne sont pas en France. Sauf qu'il y a du gaz, par exemple. On doit être très ferme qui ne sont pas en France, qui ne sont pas en Europe, donc il faut bien les importer de quelque part. Nos exigences sanitaires, par exemple, sociales, environnementales. Des caribous, est-ce qu'il y en a beaucoup en Europe? Non, si on veut manger du caribou, il faut bien l'importer. L'Europe donne l'exemple. Ça, c'était une blague, évidemment. Mais qu'elle soit, évidemment, pas de malentendu. Situation d'handicap, parce que nous permettrions à d'autres de faire ce que nous ne faisons pas. Voilà, c'est un volet essentiel qui va dans le sens de cette protection qui est le rôle majeur que nous attendons de l'Europe et que le président lui-même appelle de ses voeux. On doit l'incarner. Et puis je dirais, c'est aussi une manière de quand même prendre en compte certaines critiques. Et l'ENEA, la réflexion inverse, est-ce qu'on a besoin d'empêcher les échanges? Nous ne pouvons pas ignorer si les consommateurs, si les entreprises sont déjà je pense que dans la logique de consommer plutôt localement. Est-ce que c'est aux États de créer des barrières ou est-ce que c'est aux consommateurs, aux usages de s'adapter et de ne pas chercher ailleurs ce qu'il y a chez soi? De mon point de vue, la mondialisation, ça doit être un progrès pour tous, elle ne doit pas tirer vers le bas notamment les normes et les acquis, elle doit plutôt... Sinon, tu peux aussi ajouter l'importance des économies d'échelle de toute nature, y compris parfois écologiques. Exactement, Cactus rapide dans la piste, par exemple sur les industries comme l'aviation. Alors effectivement, on a Airbus en France, mais il y a Bombardier qui est au Canada. C'est des industries qui sont forcément sur de l'énorme volume. On ne peut pas produire un avion une fois de temps en temps, et donc il ne peut pas y en avoir dans tous les pays. Et donc il y a ces logiques-là qui sont à considérer à l'échelle mondiale. Mesdames, Messieurs, d'abord je voudrais remercier le porte-parole du gouvernement de nous céder à titre temporaire, bien évidemment. Le CETA aura-t-il des conséquences également sur les terres habitées par les tribus des natifs? Pas à ma connaissance, mais je ne maîtrise pas assez le sujet pour te répondre. Nous souhaitons mener dans le cadre de la mise en œuvre du CETA sur les domaines relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je crois que ce CETA, ce traité, il demande à la fois notre mobilisation pleine et entière, mais une mobilisation dotée d'une grande vigilance également, par rapport à nos filières agricoles que nous devons protéger, bien évidemment. Et puis par rapport aussi aux textes européens qui sont les nôtres et que nous portons. Cela étant, le Canada est aujourd'hui un partenaire, vous le savez, essentiel pour l'agriculture française. Et à ce titre, nous pouvons constater un certain nombre d'ouvertures en matière de produits laitiers. Et autre exemple, les climats sont différents. Et donc sur le plan agricole, il y a des productions qui peuvent se faire au Canada qui ne peuvent pas se faire en Europe. Et inversement. À ce que les bénéfices attendus de cet accord soient réellement concrétisés. Nos filières ont... C'est qui, lui? C'est Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. En termes d'exigence sociale et environnementale. Et elles jouent un rôle particulièrement essentiel dans l'équilibre de nos territoires. Elles doivent pouvoir se battre à armes égales avec les producteurs d'autres pays et les consommateurs doivent pouvoir compter aussi sur le même niveau d'engagement, le même niveau de sécurité sanitaire et le même niveau de respect de leurs préférences, quelle que soit l'origine des produits. Cela passe pour le CETA comme pour les autres accords commerciaux qui ont déjà été... Donc là, tout l'enjeu sur l'agriculture, c'est qu'il y a de nombreuses normes, notamment normes sanitaires, sur les élevages, sur les exploitations, sur la production agroalimentaire, sur nos marchés, qui existent en France, qui existent en Europe, et qui sont différentes au Canada, qui sont
plus ou moins strictes, et donc les coûts de production sont plus ou moins les mêmes, plutôt moins a priori, d'après ce que disent les Européens. Et du coup, il y a une inquiétude du côté des agriculteurs français de la manière où les produits agricoles canadiens seraient moins chers. Et donc on en importerait plutôt que de consommer localement, parce que ça coûte moins cher en fait, et donc les industriels auraient tendance à se tourner plus vers le Canada puisque c'est moins cher. Et là aussi, nous devons être plus offensifs. Et donc le ministre Stéphane Travert essaie de trouver des réponses à ça. Déjà sur un bon nombre de produits au niveau européen, à lancer des expérimentations sur l'étiquetage. C'est le cas sur les produits laitiers. Nous devons poursuivre cette expérimentation, l'amplifier. Et nous devons aussi nous ouvrir sur d'autres thématiques autour de l'étiquetage, à savoir l'étiquetage dématérialisé, pour pouvoir y mettre un bon nombre d'informations qui nous garantissent la traçabilité complète de la fabrication d'un produit. Et nous avons besoin de ces informations sur nos différents modes de production parce que, tout simplement, nos consommateurs, français, mais aussi européens, nous le réclament. Aussi, tout cela impose, pour les négociations commerciales en cours, et à venir aussi, de veiller à la cohérence de nos politiques et de... Mais ce qu'il faut bien penser aussi, c'est que le CETA, ça marche dans les deux sens. Que partagent... Et souvent dans les discours, on entend que de Canada vers l'Europe, c'est aussi la possibilité pour les Européens d'exporter vers le Canada. Et le plan d'action à cette logique-là aussi, dans lequel le ministère de l'Agriculture s'est d'ores et déjà investi. Je suivrai personnellement la réalisation de la mise en œuvre de ce plan d'action de très près. Et je suis aussi particulièrement attaché à ce que la politique commerciale de l'Union européenne porte ses objectifs de façon ambitieuse et respecte pleinement la sensibilité des filières agricoles qui contribuent par leur travail quotidien à atteindre l'ensemble de ces objectifs. Nous devons quand est-ce qu'on bloque l'exportation de beurre? Réponse jamais. Vers une plus grande qualité et faire en sorte que notre agriculture aujourd'hui puisse répondre à la quadrature. Concernant l'agriculture, ne doit-on pas au contraire repenser à notre manière de nous nourrir en privilégiant les produits locaux et en revalorisant des variétés anciennes et locales à forte valeur nutritive? Valentine, c'est vrai, et en même temps, comme dirait le gouvernement Emmanuel Macron, c'est pas incompatible. C'est la logique libérale, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on le fait forcément, c'est juste que les règles ne servent pas mes collègues et amis du gouvernement à inciter les gens. Simplement pour insister sur... C'est pas en mettant des contraintes qu'on incite les gens, c'est en faisant de la pédagogie, de l'éducation, etc. Pour nos producteurs, pour nos industries qui sont liées à la conclusion de ce CETA et à la mise en place de ce plan d'action. Ce plan d'action et cet accord commercial... Typiquement sur le plan commercial, on va pouvoir exporter plus facilement du vin au Canada. Droit de douane. La France est un des pays les plus grands producteurs de vin. D'avoir le CETA, ça facilitera les échanges, les exportations. Au Canada. C'est aussi un avantage pour l'Europe. Il va permettre également d'obtenir la reconnaissance et la protection de 173 indications géographiques européennes, dont 42 indications géographiques protégées françaises. Vous le connaissez tous, ça va offrir des débouchés pour le jambon de Bayonne, les huîtres de Marennes et Oléron, les lentilles du Puy, les huiles essentielles de Haute-Provence, chères à Christophe Castaner. Donc beaucoup de produits d'appellation d'origine protégée vont trouver des débouchés au Canada grâce à cet accord. Enfin, un point tout à fait essentiel, c'est que cet accord va nous permettre d'améliorer l'accès des entreprises françaises au marché public, puisque pour la première fois, non seulement le Canada comme État, mais les provinces, les territoires, les municipalités canadiennes ouvriront leurs appels d'offres pour leur marché public à un partenaire étranger. Je pense que ça va offrir des perspectives commerciales. L'exemple que donne Bruno Le Maire, là, c'est par exemple une collectivité locale canadienne qui veut, je connais bien le sujet parce que j'ai travaillé pour ce genre de choses, une collectivité locale qui veut renouveler son parc logiciel pour gérer sa collectivité, elle pourra faire appel à une entreprise européenne. C'est que forcément une entreprise canadienne, parce que la solution logicielle sera plus pertinente pour elle, ou voilà, ça aura plus de sens. Sirène du protectionnisme. Entre le libre-échange totalement débridé et le protectionnisme, il y a une voie pour la défense de nos intérêts commerciaux dans la mondialisation. Cette voie, c'est celle du commerce équitable, c'est celle d'un commerce fondé sur des règles de stricte réciprocité. Et je partage ce qui a été dit par Nicolas Hulot, j'ai l'occasion de le dire à tous mes partenaires étrangers, j'ai eu l'occasion de le dire aux assemblées générales du FMI à Washington la semaine dernière,
il n'y a pas de commerce possible sans respect des règles de réciprocité. Les normes environnementales, sanitaires, sociales que nous imposons à nos producteurs, mais il est évident qu'elles doivent s'imposer aussi aux producteurs qui veulent venir commercer ou investir en France et en Europe. Vous ne pouvez pas demander, pour reprendre une ancienne casquette, à un producteur bovin français de ne pas utiliser d'hormones dans la croissance de ses bêtes, et puis dans le même temps laisser entrer sur le territoire européen ou sur le territoire français. C'est une casquette parce que Bruno Le Maire était ministre de l'Agriculture. C'est injuste, quelques années. C'est inéquitable, et ce n'est pas notre conception du commerce. J'ajoute que nous avons pris avec le président de la République un certain Et après le CETA, on fera le TAFTA. Je ne suis pas sûr que ce soit l'ambiance du côté d'un certain Donald Trump. des intérêts Qui est commerciaux. plutôt dans une idée de remettre en cause les libres-échanges, notamment avec le Canada de son côté. Sur les investissements stratégiques. D'ailleurs, à ta santé, Donald. Justement, à protéger l'Europe contre des investissements étrangers dans des domaines stratégiques sur lesquels ces investissements étrangers ne sont pas les bienvenus. La mise en place d'une appellation industrielle contrôlée sur laquelle nous voulons travailler, qui serait le pendant des appellations agricoles d'origine contrôlée. Les appellations industrielles contrôlées vont exactement dans ce sens-là. J'ai l'impression que lorsqu'on dit que ça va polluer, on nous répond oui, mais ça va nous permettre de gagner du fric. Alors c'est pas du tout ce qu'a dit Nicolas Hulot pour le coup. L'identité culturelle des produits industriels français, italiens ou européens. Enfin, j'élargis un sujet qui nous tient très à cœur, mais qui s'inscrit exactement dans la même perspective. Lorsque nous nous battons pour taxer les géants du numérique qui opèrent en France ou en Europe, c'est exactement la même logique. Chacun est le bienvenu en Europe et en France, du moment qu'il respecte les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux Français et aux Européens. Les gens du numérique sont les bienvenus en Europe et en France. Encore faut-il qu'ils payent les mêmes taxes et les mêmes impôts. Les gens du numérique, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc., etc. Voilà. Il y a quelques questions. Je propose qu'on en prenne 4 pour chacun des ministres qui m'entourent, une chacun. Alors, 4 questions pour les ministres. Maxence Lambrec, Europe 1. Monsieur Hulot, que dites-vous aux 18 députés LREM, notamment, dont Mathieu Orphelin, qui réclamaient 30 règles pour encadrer le CETA? C'est bon, c'est fait, les 30 règles, elles sont là. Allez-y, votez. D'abord, ils ont un peu de temps pour apprécier. Vous avez remarqué que je parle avec prudence, simplement parce que ce dispositif est conditionné aussi par la coopération que nous souhaitons avec la Commission européenne. Donc, attendons de voir si effectivement ce dispositif est efficient. De vous le garantir là à 100%, ça serait préjuger des décisions et des conclusions des dialogues que nous allons avoir avec les uns et les autres. Une volonté... La France ne va pas pouvoir prendre des décisions unilatérales sur de nombreux sujets, ce sera une décision européenne. Donc il y a eu un dialogue. Je peux aussi témoigner que le travail et le dialogue, notamment avec ce groupe parlementaire, beaucoup de leurs préconisations ont été mis dans ce plan. Et donc je pense que maintenant le rendez-vous, c'est quand on sera dans la perspective de la ratification. Je pense que les parlementaires auront tous les éléments pour apprécier l'efficacité ou pas de ce plan et ils en tireront les conséquences. Je pense que tout ça, franchement, me paraît, compte tenu d'un contexte difficile, ce qu'on pouvait faire de mieux, de plus démocratique et la réponse la plus performante. Maintenant, encore une fois, voilà, à l'aube du et bonjour Alexandre 2018, eh bien, on sera capable de vous dire, vous avez vu, ça fonctionne. Ça a répondu, ou éventuellement la démonstration sera faite que peut-être ça n'est pas suffisant, il faudra en tirer des leçons, mais à ce stade, je pense qu'on peut faire de mieux. Voilà. Donc Nicolas Hulot qui reste assez pragmatique en disant on fera le point début 2018, si ça marche pas on adaptera, si ça marche, voilà, on a fait notre boulot. Ministre Hulot, monsieur le ministre d'État, mais elle peut s'appliquer à tous. En fait, je voudrais savoir... Vos propositions telles que vous nous les avez brossées là, sont-elles applicables et même discutables sans renégocier le traité en tant que tel? Je pense notamment au veto climatique, c'est pour ça que je m'adressais plus particulièrement à vous. Oui, il n'y a pas besoin de renégocier tout le traité, sinon, voilà. Non, elles sont applicables dès lors que la Commission souhaite nous y aider. Je pensais par exemple à cette fameuse directive européenne qui permettrait une différenciation des carburants,
qui a déjà été en d'autres temps soutenu, mais sans forcément être... Le CETA, il faut déjà voir que c'est quand même le fruit d'un travail de ce que je disais tout à l'heure, de plusieurs années de négociations. C'est pas juste on ouvre les frontières et on voit ce qui se passe. C'est plein de règles, plein d'organisations, d'ouverture. Propre politique environnementale, c'est simplement aussi par souci de cohérence, parce que on critique beaucoup l'Europe, mais il faut reconnaître qu'en termes de normes environnementales, en termes de normes sociales, elle a plutôt tendance en général à tirer les choses vers le haut. Et comme effectivement ce traité, c'est un traité un peu différent par rapport au traité qui précédait, puisque avant, pour faire très court, on essayait d'harmoniser les droits de douane. Là, il faut faire attention que ce ne soit pas une harmonisation par le bas des normes environnementales et des normes sociales. Donc ce n'est pas l'intérêt de l'Europe. L'Europe qui a cette carte maîtresse de dire on est une Europe qui protège, bien, elle doit protéger évidemment ses citoyens européens, mais elle doit en tout cas se protéger d'une intrusion de biens ou de services qui ne seraient pas... voilà. Donc on a des arguments, me semble-t-il, pour convaincre. Ce n'est pas l'intérêt de l'Europe que ce traité ne soit pas ratifié, c'est encore moins l'intérêt de l'Europe que le traité soit ratifié sans mettre en place les outils que la France va proposer. Voilà, donc c'est bien ce qu'il dit, c'est la France qui a proposé à l'Europe à Monsieur Hulot et Travers. Elle concerne le glyphosate. Ce matin, le vote a été reporté au niveau de la Commission européenne. On parle de divergence notamment entre la France et l'Allemagne. Est-ce que vous voyez cette position de ce matin comme un échec pour la France? Un mot générique, tu veux? Oui. Et par ailleurs, un arbitrage devait être rendu par le président de la République et le Premier ministre. Je voulais savoir où on en était. Alors, c'est pas pour esquiver la question. Pendant qu'on était au Conseil des ministres, vous voyez, vous avez des informations que nous n'avons pas encore totalement. Step by step, voilà, on verra. Étape par étape. On répondra à vos questions. Je fais la traduction instantanée. Ce que je peux dire, c'est que l'intérêt de ce qui est en train de se passer, c'est que ces sujets-là, maintenant, ils sont plus mis sous le tapis, ils sont pris à bras-le-corps. Et c'est déjà une étape importante, parce que je pense que culturellement, il y a eu un basculement. Après, les négociations... Ce que dit Nicolas Hulot, c'est qu'en gros, si la France n'avait pas eu ses prises d'opposition, sur ce sujet à l'époque, ce serait passé directement, la Commission aurait validé les 10 ans de reconduction. Maintenant que les sujets sont sur la table, la Commission reporte les décisions et du coup, c'est parce qu'il y a une négociation. Du Premier ministre qui précise la position de la France. Bonjour, est-ce qu'il est possible de savoir où vient cette vidéo? Elle est sur le site de l'Elysée et sur la page Dailymotion de l'Elysée. Cette échéance-là, donc vous l'aurez dans un communiqué de presse, vous en avez peut-être déjà connaissance, certains d'entre vous. Mais alors, je vous propose qu'on finisse le point sur le CETA. Mais je vous propose qu'on finisse le point sur le CETA, puis je ferai une présentation du Conseil des ministres et je répondrai à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le CETA? Parce qu'il y a des QAG après. Hein, je propose de libérer... si, il y en a une. Bonjour, Clio Randin-Bivolona pour Agrapresse. Est-ce que dans le plan d'action, vous prévoyez des mesures économiques en cas de déstabilisation des marchés agricoles pour les agriculteurs, notamment les éleveurs? Notamment dans le domaine du beurre. Bien évidemment, il faudra regarder. J'ai dit tout à l'heure mobilisation et vigilance. Déstabilisation de prix sur une filière économique fait bien évidemment partie de la palette d'outils que nous souhaitons mettre à disposition dans l'application du traité, dans l'application du plan d'action que nous avons présenté ce matin. Bien sûr. Merci. Merci à vous. Voilà, c'était le point CETA. Pourquoi il y a autant de... Bonjour Théo, pourquoi il y a autant de peuples dans le pupitre? C'est parce qu'ils savent que c'est moi qui commente et du coup ils se sont mobilisés pour être tous présents aujourd'hui. Enfin, un maximum. Je propose d'essayer d'aller assez vite pour balayer le reste du Conseil. Je suis assez d'accord, Monsieur Castaner. Les propos du Président de la République qui a salué le travail de mobilisation de l'ensemble du gouvernement sur la directive travail détaché, qui est revenu sur le travail qui avait été réalisé sur le projet de loi de finances qui a été voté, vous l'avez remarqué hier, au-delà même de la majorité, avec un certain nombre de convergences des parlementaires qui ne sont pas membres ni du groupe Modem ni du groupe de la République En Marche ont pu exprimer hier leur soutien au projet de loi de finances. Et je crois que ça va dans le bon sens. Il est important de réaffirmer que ce projet de loi de finances, les journalistes, en première lecture, sur sa première partie, porte une réforme sans précédent de la fiscalité
Et s'il a été voté hier aussi largement, c'est aussi parce qu'il est fortement redistributif. Donc là, Christophe Castaner qui revient sur le budget, le projet de loi de finances qui a été voté hier, qui a été adopté hier par l'Assemblée nationale. C'est une augmentation de pouvoir d'achat de 3% sur le bas de l'échelle de ressources. Vous savez qu'il y a 10 déciles. Et donc on voit combien ce budget est aussi redistributif. Les Français le constateront dès la fin du mois de janvier et au-delà. Mais le président de la République a insisté sur la pédagogie nécessaire, toujours nécessaire, que nous devons porter. Il a salué aussi le débat bien engagé sur le PLFSS, vous le connaissez, il a commencé hier, il se poursuivra cette semaine, nous ne doutons pas que ça se passe dans PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, donc ce sera encore certainement question dans les QAG cet après-midi. Sur le PLF. Mais là encore, le président de la République a insisté sur la mobilisation en disant restez constamment mobilisés dans l'explication, dans le travail de conviction. Parce qu'on sait bien que porter une lecture globale sur un objet aussi complexe qu'un projet de loi de finances de sécurité sociale, on peut toujours l'attaquer par un petit bout de la lorgnette, et il est essentiel à chaque fois de remettre en cohérence l'ensemble de l'action. Le Premier ministre a évidemment complété les propos du Président de la République dans l'esprit de ce que je viens de vous rapporter. Nous avons travaillé sur un projet de loi ratifiant une ordonnance portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés, essentiellement dans les sociétés anonymes non cotées, où le droit, par exemple, ne permet pas aujourd'hui de tenir des assemblées générales par visioconférence. Tout comme les conférences téléphoniques ne permettent pas d'organiser dans une petite société anonyme non cotée l'organisation de l'Assemblée générale. De la même façon, les associés non... Oui, j'ai entendu auctionnaire aussi, on est d'accord. J'allais dire les associés non majoritaires. Donc voilà, on revient sur l'ordre du jour, sur les facilitations de l'organisation, la facilitation des organisations, et notamment à intervenir dans les conseils d'administration des sociétés. Donc là encore, ce dispositif qui a été présenté permet de simplifier cela. Il en est de même sur les règles d'adoption ou de modification des clauses d'agrément dans les statuts des sociétés par action simplifiée qui doivent être assouplies. Pour faire simple, il s'agissait de diverses dispositions qui visent à faciliter la vie des entreprises, des petites entreprises, dans l'esprit de la réforme du Code du travail portée par les 5 ordonnances que vous connaissez bien, qui se tournaient principalement, notamment du fait du nombre qu'elles représentent, vers les petites et les moyennes entreprises. Il faudra m'expliquer pourquoi le réalisateur fait des gros plans sur les journalistes femmes. Et quand on voit qu'effectivement aujourd'hui une conférence, peut-être les questions qui dérangent, mais conférence n'est pas légale, il paraît quand même utile de moderniser notre droit pour être en conformité avec... C'est vrai ça, Sylvain, quand est-ce qu'on passe aux vidéoconférences pour la réunion du comité de direction d'Acropolis Monde? Quand tu seras actionnaire, Alexandre? À la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier. Et pas seulement l'ancienneté. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 500 000 personnes à peu près qui sont concernées par les différentes branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé. Je ne vais pas vous les rappeler. Et on a essentiellement 2 sujets. Moi qui suis un élu en zone de montagne, je sais notamment la difficulté de fidéliser des emplois saisonniers pour que les gens reviennent. Et dans le même esprit, on a aussi... Les emplois saisonniers, c'est par exemple les gens qui vont travailler dans les stations de ski pendant la période d'hiver, pour faire du service, pour faire de la... Ça génère de la précarité. Des travaux qui ne sont pas sur toute l'année, saisonniers, comme son nom l'indique, la saison. Et à lutter. Et ça peut être également les vendangeurs dans les vignes, par exemple. Hasard de l'exemple, évidemment. Sont mis en place s'il n'y a pas d'accord de branche sur ce sujet. La moitié à peu près des branches concernées ont actuellement des accords de branche plus favorables, mais s'il n'y a pas un accord collectif, évidemment, il nous semblait nécessaire pour soutenir les filières qui sont derrière cela, parce que ces filières, ça peut être les hôtels, cafés, restaurants, l'hôtellerie de plein air, les jardineries, les personnels des ports de plaisance. En fait, des filières où l'emploi est nécessaire. Il disait l'emploi saisonnier, c'est développer la précarité. Non, et ben ça dépend comment c'est fait, c'est toujours pareil. On met ce qu'on veut derrière les termes, donc ça peut être protéger ceux qui ne travaillent que sur les emplois saisonniers. La formation professionnelle à Mayotte. En fait, il s'agit, vous savez, Mayotte est le 101e département de France, mais aujourd'hui... Parce que les emplois saisonniers, c'est une succession de CDD finalement. Donc est-ce que les laisser sous un statut classique sans fidélisation... Il y a l'ambition d'intégrer juridiquement... Est-ce que ça les bloque voilà. Et puis après, le travail saisonnier, c'est souvent... Pas souvent, non. À Mayotte, mais... dire souvent. C'est parfois un choix. Les gens qui font la saison d'été au bord de la mer et la saison d'hiver dans les stations de ski, et c'est un rythme qui leur convient très bien. Qui pourront s'appuyer sur un droit du travail semblable à celui appliqué sur l'ensemble du territoire au profit. Pareil, les vendangeurs, c'est souvent des gens qui font ça tous les ans parce que c'est un truc qui leur plaît. Se donne un peu de temps. De moins en moins parce que c'est quand même extrêmement pénible comme boulot. Mais aujourd'hui est un équilibre juridique qui n'est pas tout à fait celui que nous connaissons.
Nous avons travaillé sur un décret relatif à la... Non. En fait, vu qu'il était retiré. Donc on n'a pas travaillé dessus, vu qu'il était retiré. On a eu quelques nominations qui n'appellent pas, je pense, de commentaires particuliers. S'il y a des questions, j'y reviendrai. Ensuite, on a eu un long échange international abordant les questions de l'Égypte, les questions des élections anticipées qui ont eu lieu au Japon. La ministre de la Défense a évoqué son déplacement aux États-Unis. Nathalie Loiseau est revenue sur le Conseil européen, ainsi que Muriel Pénicaud, mais vous connaissez évidemment cela. Puis, on a eu un long temps d'échange sur le CETA, et donc je vous propose de ne pas y revenir, puisque nous l'avons fait collectivement au début de nos propos. Je crois qu'il est important de réaffirmer sur ce sujet, comme sur d'autres, comme sur celui des travailleurs européens, que nous sommes clairement européens. Nous sommes clairement européens, mais nous sommes pour la régulation. En fait, le modèle politique que nous portons, c'est ce en même temps-là. C'est celui de penser qu'une Europe puissante peut faire évoluer l'Europe dans sa capacité à défendre, notamment les travailleurs français, mais qu'au-delà de cela, c'est parce que cette Europe est puissante, parce que la voix de la France est entendue, que nous pouvons mettre en place... Comme pendant les QSG hier, le gouvernement réaffirme son caractère pro-européen. Que le modèle clair et bien affirmé pour agir fortement dans la discussion sur la renégociation de la directive travailleurs détachés, dont je vous rappelle qu'elle devait être validée sur des bases totalement différentes de celles obtenues cette semaine, au début même de la prise de fonction d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Il était nécessaire aussi de rappeler que quand il y a cette volonté-là, on peut faire bouger les lignes. Et on les fait bouger non pas les uns contre les autres. La négociation avait permis de trouver un accord entre, je dirais, l'ouest de l'Europe et l'Europe centrale. Et à un moment donné, la ministre Muriel Pénicaud n'a pas souhaité aussi que ça puisse apparaître comme une partie de l'Europe contre une autre partie de l'Europe. Et donc, au-delà du moment où on a eu cette majorité, la négociation s'est poursuivie pour justement permettre de rassembler d'autres pays et des pays d'Europe centrale qui, au départ, étaient réservés sur la position de la France pour qu'elles puissent nous rejoindre. Je ne reviens pas. Éloge de la négociation sur les travailleurs détachés. Et peut-être rapidement, pour conclure, on a une communication des ministres de l'économie et des finances et de Benjamin Griveaux sur le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Cela vous a été présenté il y a quelques jours. Je rappelle les 3 grands objectifs qui sont au cœur de la réflexion et de la volonté d'action du gouvernement, volonté d'action qui sera traduite par un texte législatif en début d'année prochaine. 3 objectifs. Faire grandir la taille des entreprises françaises. Nous savons le décrochage que nous connaissons. On a un trop faible taux d'ETI, environ 4500. ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire. C'est entre les PME et les très grosses entreprises. Un taux de PME extrêmement élevé et il est important qu'on puisse les faire grandir. Il y a des mesures fiscales, des mesures sociales. Alors, j'ai plus le nombre d'employés qui permettent de basculer entre chaque, mais hier, je les ai plus en tête. Projet de loi de finances, mais c'est important que nous puissions... Je suis sûr que le chat les connaît. Le deuxième axe de travail, c'est l'ambition de développer nos exportations. Et je crois que là encore, il y a des sujets, des marges de progrès, mais il faut qu'on puisse appuyer nos entreprises dans leur capacité, c'est aussi lié à la taille, à la structure des entreprises, c'est lié au premier point, mais appuyer nos entreprises dans leur capacité à se développer. Et puis le dernier point, c'est comment on arrive à faire du succès de l'entreprise, le succès des salariés. Comment on peut, par l'épargne, par l'intéressement, faire en sorte qu'on puisse développer la citoyenneté dans l'entreprise, qu'on puisse sortir de cette opposition souvent stérile et vaine entre patrons et salariés et qu'on puisse faire en sorte qu'ensemble, dans l'entreprise, on construise un modèle qui permette de faire progresser l'entreprise et donc, du coup, qui est un juste partage. Moi, je crois beaucoup au nouveau partage. 500 pour les ETI, merci. Et donc, il y a une question aussi sur un gouvernement qui s'exprime sur l'intéressement qui va être revu pour les salariés pour augmenter l'intéressement et la participation des salariés au bénéfice des entreprises. Ne vise qu'une moitié des salariés. Ça fait partie des sujets sur lesquels un développement... On a de la visite en régie, c'est pour ça que j'ai fait un geste de la main. C'était pas ma maman. Particulièrement important. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai balayé rapidement l'ordre du jour du Conseil des ministres. Et si vous avez place aux questions des journalistes. Elles sont souvent plus intéressantes que la présentation globale du Conseil. Journaliste BFM TV, vous avez confirmé ce matin que vous serez candidat pour prendre la tête de La République En Marche. Est-ce que vous souhaitez rester au sein du gouvernement? C'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que des portefeuilles ministériels seraient incompatibles avec cette nouvelle fonction?
Le sujet n'a pas été abordé en Conseil des ministres et vous comprendrez qu'en rendant compte du Conseil des ministres, je n'apporte pas ce qui relève du fonctionnement interne d'un parti politique auquel je suis, vous l'avez dit, très attaché. Ça concerne quand même le gouvernement, Monsieur Castaner. La déception. Camille Ballan, c'est à vous, France 5. On a l'impression que le président de la République, Emmanuel Macron, choisit tout. Est-ce qu'on est vers un retour d'une hyper-présidence façon Nicolas Sarkozy ? Oula, la question de Nicolas Sarkozy, à laquelle il n'y aura jamais de réponse. Je ne crois pas que ce soit le cas. Si on parle de la directive travailleurs détachés, vous avez raison. Le président de la République a eu l'occasion d'intervenir pendant même la négociation en appelant certains de ses homologues pour faire basculer des votes. Christophe Castaner qui s'était un peu emporté la semaine dernière sur le journaliste de C'est à vous. Le pilotage si vous vous souvenez. À la ministre du Travail. C'est vrai sur plein de sujets sur lesquels, effectivement, le président de la République est partisan que chacun soit à sa juste place. Il donne des grandes orientations, il fait des choix, des remarques, des précisions. Il laisse au Premier ministre le soin d'arbitrer au quotidien et il laisse au ministre le soin de mettre en œuvre la politique sur laquelle ils ont été élus. Mais comme je sens que votre question concerne un point qui est abordé dans la première question, n'ayez pas de doute sur le fait que le fondateur d'un parti politique ne peut pas s'en désintéresser. Mais il n'est pas celui qui décide sur le parti en question. Il y a des procédures, elles seront mises en œuvre d'ici le 18 novembre. Oui, mais est-ce que c'est normal que ce soit le président de la République qui choisisse le délégué général du mouvement La République En Marche ? Mais la question portait sur ça. Quelle surprise! On n'avait pas compris. Mais on est sur un sujet qui ne relève pas du Conseil des ministres. Ce sera le Conseil, et pas le Conseil des ministres, mais le Conseil de La République En Marche qui, à Lyon, le 18, choisira son ou sa délégué général. Stéphanie Collier pour RMC. Sur la question du glyphosate, j'ai pas bien compris. La France serait prête à valider 4 ans au lieu des 3 sur lesquels elle partait au départ ? Alors, selon les informations que j'ai, à l'instant où je vous parle, la position de la Commission européenne serait effectivement de dégager une majorité sur l'objectif à 4 ans, sur lequel la France serait prête à accepter si ça permettait de décoincer. Je rappelle que c'est un objectif ambitieux. Nous sommes allés dans la discussion pour refuser ce qui était proposé par la Commission européenne, c'était un objectif à 10 ans. Mais je rappelle, vous avez raison dans votre question, vous le dites aussi, la position de la France, c'était 3 ans. 3 ans pour trouver les moyens de se substituer au glyphosate. La Commission européenne voulait prolonger pour 10 ans l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate. La France proposait 3 ans. À regarder en détail. Et a priori, on s'oriente vers 4 ans. Que je n'ai pas lu en entier. Le temps de trouver des solutions pour avoir des alternatives au glyphosate. Dans tous les cas de figure. Il y a encore une ou deux questions ? Néanmoins, ça concerne tout de même le Conseil des ministres. Si j'ai bien compté, il nous reste 3 comptes rendus de Conseil des ministres après celui-ci avant le Congrès de la République En Marche. Est-ce que ce sera la semaine prochaine votre antépénultième point au Conseil des ministres et les derniers ? Vous savez, l'avenir pour un ministre est toujours incertain. On ne sait jamais où on sera la semaine suivante. Ce lot vaut pour tous les ministres, à commencer par moi. Bonjour, je ne réponds pas à la question. Une charge importante en tant que délégué aux relations avec le Parlement et porte-parole. Est-ce qu'une 3e casquette, ça ne ferait pas beaucoup pour un seul homme ? Je pense. Ah. Mais chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Donc Christophe Castaner qui confirme qu'il ne sera plus porte-parole. Voilà. Une élection interne. Sans le dire évidemment, mais on a la réponse. D'un parti politique de façon bénévole. Il y a ensuite un temps de campagne en interne au parti où vous postulez, et ça vaut pour tous. Et puis il y a un temps où vous pouvez ou pas être élu en responsabilité. Donc Christophe Castaner qui a encore 3 conseils des ministres avant l'élection de délégué général. D'inquiétude ou de regret dans votre question, mais bon, je vais me faire une raison. Il n'y a plus de questions ? Merci beaucoup, je vous souhaite bon appétit. Merci vous aussi, Monsieur Castaner. Et c'est ainsi que s'achève ce Conseil des ministres. Voilà un petit peu original qui a commencé par l'arrivée de 4 ministres qui ont parlé du CETA. Il y avait Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il y avait Nicolas Hulot, le ministre... Dans le terme exact, c'est pas l'environnement, je crois. Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Il y avait Jean-Yves Le Drian, je l'ai dit. Il y avait donc également Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et il y avait Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, ministres qui sont venus parler du CETA, qui a été évoqué ce matin en Conseil des ministres, avec un plan d'action de la France pour entourer les règles du CETA qui vont être proposées à la Commission européenne pour
pour protéger les normes environnementales, notamment françaises et européennes. Il y a eu des questions sur, évidemment, l'avenir de Christophe Castaner, qui est candidat, on le sait depuis ce matin, officiellement en tout cas, à la tête de En Marche, du parti présidentiel. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu deux, trois ordonnances un peu qui sont passées sur le côté. Christophe Castaner qui a donc confirmé qu'il ne serait probablement plus porte-parole du gouvernement d'ici 3 semaines. D'ici le 18 novembre et le vote du délégué général de En Marche. Et voilà. Macron, il soutient qui? Castaner. Oui, Macron soutient Castaner à la tête de En Marche, effectivement. Il me semble que ça dépend vraiment des entreprises. Faire une multinationale de prêt-à-porter semble plus simple qu'une multinationale de miel bio, qui devrait être plus adaptée. Ah, je pense que je suis dans une conversation qui est déjà en cours. Ce que je vous propose, c'est que si vous n'avez pas de questions, je vais aller déjeuner également, hein, comme l'a proposé monsieur Christophe Castaner. Je ne mangerai pas un kebab, contrairement à ce qu'a suggéré Cactus Rapiste dans le chat. Je vais aller manger des pâtes. Et du coup, on se retrouve à 14h45, d'ici une petite heure, pour les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Je remercie la régie qui a régi avec qualité et dextérité cette émission et qui m'a apporté un café dans une tasse Trump du plus bel effet. Je remercie les viewers qui ont été présents. Je remercie Charles Maurice qui a fait un don pendant ce live. Merci à tous et on se retrouve donc à 14h45. Bon courage à tous ceux qui vont préparer les QSG pendant ce temps-là. À tout à l'heure.